Ohé, ohé, citoyennes et citoyens, savez-vous que l'Union européenne aspire ardemment à devenir une fédération? Elle nomme cela, tout comme Macron, le saut fédéral européen. Déjà, le Parlement européen a donné son accord, tout comme l'Assemblée nationale fin 2023. Cela n'a fait que très peu de bruit et pourtant, vous ne savez pas ce que c'est ou si peu, vous ne connaissez pas les conséquences que cela engendrera sur votre vie. Vous vous apprêtez à voter le 9 juin ou peut-être pas, quoi qu'il en soit, le seul véritable enjeu de ces élections sera le taux de participation des électeurs des 27 pays membres. Si la participation est haute, nul doute que la fédéralisation aboutira très vite, mettant la France sous tutelle définitive, militaire, fiscale notamment. Et vous n'aurez plus rien à dire, ni même à voter. La France sera réduite à une province européenne. Vous avez des doutes? Alors cette vidéo est pour vous. Sadi Kassem, PRTF, Jacques Gonov, VCP, Jean-Michel Toulouse, Pardel, Daniel Tissot, RPSR, nous disent ce dont il s'agit, les liens avec les réformes de décentralisation et simplification en France et les conséquences que cette fédération, ou autrement dit, les États-Unis européens auront pour la France et la souveraineté populaire, le droit à la justice et l'escalade de la guerre sous commandement de l'OTAN. Liliade de Serre de la JRTF en fera un appel à la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades. Depuis quelques années, une expression ne cesse de se répandre de plus en plus dans le débat public en France et en Europe, celui de saut fédéral européen. Saut fédéral européen, une expression portée par Emmanuel Macron, officiellement président de la République, mais en réalité vice-chancelier d'Allemagne. Car cette expression vient avant tout d'Olaf Scholz, le chancelier allemand partisan d'un État fédéral européen. Saut fédéral européen, un barbarisme certainement pour beaucoup d'entre vous. Qu'entend-on par là précisément? Eh bien pour cela, il faut faire référence à un vote d'une résolution au niveau du Parlement européen, enfin du dit Parlement européen fin novembre dernier, 2023, et une semaine après, de l'adoption d'une résolution au niveau national, qui prévoit que dorénavant, les décisions seront prises non plus à l'unanimité comme cela a été le cas depuis les débuts de la déconstruction, et non pas la construction européenne, plutôt la déconstruction européiste, mais à la majorité. Alors, comme cela, ça peut paraître assez technique, mais en réalité, l'enjeu politique est colossal. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, ce qui arrivait à peu près à prévaloir de manière très difficile était le principe de la souveraineté des nations qui décident de l'orientation future de leur destin. Et déjà, il y avait eu en réalité une confrontation dans les années 50-60 entre les partisans d'une part de ce saut fédéral européen, à savoir les Schuman, les Monnet, et puis le premier commissaire, le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, au passé très engagé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, et puis ceux qui, comme le général de Gaulle ou comme les communistes, à l'époque où le PCF méritait encore véritablement ce titre, défendaient le principe de la souveraineté nationale et populaire. Et cela avait débouché sur une crise il y a près de 60 ans, connue sous le nom de crise de la chaise vide. Pourquoi? Parce que si jamais le mécanisme de décision au sein des institutions européistes passe à la majorité, comme cela est préconisé dans la résolution, cela veut dire qu'un État qui ne serait pas d'accord, quels que soient d'ailleurs les représentants à la tête de cet État, pour, par exemple, prenons un cas au hasard, engager le pays dans une guerre, dans une marche à la guerre contre la Fédération de Russie ou contre la Chine populaire. Eh bien, même si un État n'était pas d'accord, le principe de la majorité entraînerait de facto cet État dans la guerre. Car signalons bien que le principe de majorité, qui en réalité existe déjà dans un certain nombre de sujets, risque d'être étendu, disons-le clairement, à des domaines vitaux, à la base de la souveraineté d'un État. Ces domaines sont la fiscalité, ainsi que la diplomatie et la politique de défense. Or, ici, nous touchons à un point décisif, celui de la démocratie. Dans l'histoire, les démocraties, aussi imparfaites soient-elles, on peut penser par exemple à Athènes, qui était très loin d'être une démocratie sur pas mal d'aspects, eh bien, les démocraties, malgré tout, reposaient sur quelques éléments fondamentaux pour permettre véritablement eh bien, à sa population citoyenne d'être souveraine, à savoir la maîtrise du budget. Désormais, ce n'est plus au niveau national que cela se décide, mais au niveau européiste. La maîtrise des lois, même problème. Dorénavant, la maîtrise de la politique de défense et de la politique monétaire, étrangère, pardon, même problème. Eh bien, voilà ce qui est en jeu le 9 juin prochain à travers ces élections européennes, ces dites élections européennes. Un véritable scrutin qui aura pour principal enjeu d'avaliser le saut fédéral européen
auquel appelle Macron, mais également tous les satellites de droite de type LR, ainsi que d'ailleurs le Rassemblement Le Peniste qui ne combat absolument pas ceci et de la même manière que Zemmour, mais aussi dits de gauche, comme le Parti socialiste, Europe Écologie des Verts, ou encore le PCF-PGE, car tel est son nom complet après tout. Si nous ne voulons pas que cela ait lieu, si nous ne voulons pas que se reconstitue un grand Saint-Empire romain germanique, un Saint-Empire qui était d'ailleurs dénoncé par un député MRP en 1950, Joseph Ours, qui était en train d'expliquer que nous étions en train de reconstituer de fait un vaste empire où il y aurait la soumission des souverainetés nationales populaires. Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Le 9 juin prochain, comme y invite le pôle de renaissance communiste en France avec l'ensemble des partenaires engagés dans le cadre de la campagne pour le boycott de ce scrutin, boycott citoyen massif. Car ce qui est bel et bien en jeu, c'est notre capacité à être maître de notre destin pour défendre les libertés publiques de plus en plus attaquées, les conquêtes sociales de plus en plus rognées, l'ensemble également de la République une et indivisible et de la souveraineté nationale, comme nous l'avons dit, les services publics évidemment. Le 9 juin prochain, boycott citoyen, envoyons le sceau fédéral à la poubelle et réaffirmons le principe de décision souverain de la part de tous les peuples en Europe, de tous les travailleurs évidemment. Le combat continue, camarades. Bonjour à tous. On entend parler ces derniers temps de plus en plus de la notion de sceau fédéral européen. En réalité, ça n'est que la formulation contemporaine d'une stratégie qui a été élaborée il y a des décennies avant la Seconde Guerre mondiale. On peut d'ailleurs, et pourquoi cette notion arrive dans le débat public? Pour deux raisons. La première, c'est la montée de ce que certains appellent les mouvements populistes, notion imprécise et contestable, mais qui en tout cas fait très peur aux élites dirigeantes. Et d'un autre côté, l'augmentation du nombre de pays membres de l'Union européenne, ce que l'on appelle l'élargissement à des pays comme l'Ukraine, il y a toute une série, l'Albanie, la Moldavie, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord. Il est clair que dans cette configuration, les oligarques européens ont besoin de se réorganiser. Ils ont besoin de mettre en place de nouvelles règles parce qu'il est bien évident que déjà, on le voit à 27, ils ont des difficultés à traiter un certain nombre de sujets, mais quand l'Union européenne passera à 30, 35, voire plus de pays, ce sera l'explosion. Sauf si ces pays sont intégrés dans un système impérial dans lequel finalement chaque pays n'est qu'une subdivision du pouvoir central. C'est ce que représente le sceau fédéral européen. Telle est la volonté, la stratégie des oligarques européens. Alors, avant d'entrer dans le contenu de ce sceau fédéral européen, on peut rappeler rapidement quelques éléments sur l'essence de l'Union européenne, son ADN. Quel est-il? Eh bien, on peut fixer la date de départ du système de l'Union européenne contemporain, qui est au mois d'août 1938, à l'occasion du colloque Lippmann. Alors, beaucoup de gens ne savent pas trop ou pas du tout ce qu'est le colloque Lippmann et qui est cet individu. Walter Lippmann, c'est un journaliste américain qui a été également secrétaire adjoint à la guerre pendant la Première Guerre mondiale, qui est un anti-New Deal, qui est un libéral acharné et qui veut rénover, reconstruire le libéralisme. Parce qu'il faut dire que le libéralisme, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, a connu de gros déboires, notamment la crise des années 20, qui a failli le mettre à plat et qui, en tout cas, a contribué à générer la création de régimes fascistes, nazis, autoritaires au Japon, en Italie, en Allemagne, qui a contribué à pousser aussi les mouvements revendicatifs, communistes en particulier,
et qui a donné le New Deal en 1933 aux États-Unis, le Front populaire et en France et en Espagne en 1936. Bien, tout ça, ça inquiète les oligarques. Oui, Walter Lippmann est financé par les grands groupes américains. Ils vont le financer tout le temps. Ils vont assurer son lancement au travers des médias mis à la disposition de ce groupe. Ils sont 26 économistes de différents pays en août 1938 à Paris. Et donc, ils veulent devenir l'avant-garde intellectuelle du libéralisme économique militant. Alors, pour eux, il faut lutter contre le collectivisme. Et le collectivisme, ce n'est pas simplement l'URSS de 1938. C'est Roosevelt avec le New Deal, ce sont les Français et les Espagnols, je le disais, avec le Front populaire, et c'est même le Parti travailliste anglais. Alors, il faut donc se ressaisir de leur point de vue, et ils vont commencer à réfléchir à la manière de rénover le libéralisme. C'est pour cela qu'il y a un débat sur la notion de néolibéralisme. Et en fait, la construction européenne contemporaine et le néolibéralisme naissent en même temps en août 1938 à Paris, au moment du colloque Lippmann. Peu de temps après, en 1939, Friedrich Hayek, qui fait partie du colloque Lippmann, va faire une déclaration fondamentale qui va et qui continue, d'ailleurs Édouard Philippe, le Premier ministre, a cité Friedrich von Hayek lorsqu'il était Premier ministre, c'est un modèle pour lui, et la pensée de Friedrich von Hayek continue d'irriguer l'action des gouvernements et du système de l'Union européenne. Voilà ce que dit von Hayek en 1939, après le colloque Lippmann. Il dit, voilà, la fédération européenne, déjà le mot fédération, la fédération européenne devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. C'est exactement ça qui a été mis en place avec les différentes réductions, limitations de la souveraineté des États, notamment en matière économique, avec l'emblème de l'euro, puisqu'on a privé les États de cet instrument majeur de la souveraineté qui est la monnaie. Il poursuit, Friedrich von Hayek, et il dit « Une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, le niveau de la fédération, le niveau central, le niveau supérieur, et le niveau national, c'est-à-dire les subdivisions, les États réduits à des régions, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. » Alors, je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, hein, quand il dit planification socialiste, pour lui, Roosevelt est un socialiste. De Gaulle est un socialiste, avec ce qu'il a fait quand il dirigeait le gouvernement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc arrêter tout cela. Les choses vont progresser tranquillement dans cette direction avec le traité de Rome en 1957, avec l'acte unique, avec les socialistes qui vont mettre en œuvre le néolibéralisme à la française, et puis les autres traités, Maastricht qui va ouvrir la voie à la monnaie unique et qui va être mise en œuvre d'ailleurs l'euro par la gauche plurielle. C'est la gauche plurielle qui a mis en œuvre l'euro. Et ensuite par le traité constitutionnel européen, rejeté par les Français au référendum de 2005 à 55% des voix, mais qui va, à la suite d'un coup d'État parlementaire, se transformer en traité de Lisbonne. Tout cela contribue à aller dans le sens de Hayek, c'est-à-dire renforcer le pouvoir central de la Commission et préparer donc petit à petit, grignoter tous les éléments de souveraineté possibles. Donc nous sommes déjà dans cette stratégie de fédéralisme depuis des décennies. Mais là, un mot nouveau apparaît,
c'est le sceau fédéral européen. Autrement dit, les oligarques européens veulent franchir un seuil. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Et c'est ainsi qu'il y a une résolution du Parlement européen qui a été adoptée à la fin de l'année dernière, d'ailleurs votée également par l'Assemblée nationale, qui explique que, eh bien, il faudra étendre, je prends une série de points et je m'arrêterai là, et il faut étendre les domaines concernés par le vote à la majorité, par exemple la défense et la politique étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre un vote à l'unanimité et un vote à la majorité? Ben, quand vous avez un vote à l'unanimité, tout le monde doit voter, sinon il n'y a pas de décision. Un vote à la majorité, comme l'appellation l'indique, il suffit d'une majorité pour prendre la décision. Les minoritaires appliquent, obéissent à la majorité. Quand un vote à la majorité porte sur des questions essentielles de souveraineté, eh ben là, on perd totalement la maîtrise de ce qu'il reste encore d'éléments de souveraineté. Donc c'est extrêmement grave. Ça permettra d'éliminer les régimes sociaux qui existent encore, d'éliminer la laïcité. On voit la différence énorme entre certains pays et puis la France en matière de laïcité. Et on peut prendre beaucoup d'exemples en matière de nationalisation, en matière de services publics. Tout ça sera balayé par la règle de la majorité. Renforcement parallèlement des compétences fédérales au niveau central, affirmation de la primauté du droit européen sur le droit national, y compris par rapport à la Constitution. Ça n'est pas encore le cas dans les textes. Dans les textes, la Constitution reste au-dessus des traités européens, mais pas le droit. Le droit national est déjà soumis au droit européen. Mais là, c'est la Constitution elle-même qui sera intégrée, soumise au droit européen. La conditionnalité des aides fédérales, conditionnalité, ça veut dire un peu comme les plans d'ajustement structurel. Le FMI mettait des conditions au pays, et les conditions pour bénéficier d'une aide, et les conditions, c'était de libéraliser l'économie, privatiser, etc. Et puis, réduction du nombre de commissaires, ce qui, de fait, supprime le principe d'un commissaire par État. Bon, c'était quand même une mesure un peu équitable, puisque chaque État membre avait son commissaire. Là, non, ce sera terminé. Harmonisation des lois électorales nationales, ce qui revient à soumettre les agendas politiques, les agendas électoraux des pays à l'agenda du système impérial qui va se mettre en place, et les élections nationales ne seront plus que des élections secondaires par rapport à l'ordre du jour décidé par le centre. Fusion des ordres de juridiction pour que le droit européen domine totalement et définitivement les droits nationaux. Il faudra fusionner les cours suprêmes des différents États en une seule qui sera la Cour suprême européenne, avec les grands prêtres de la nouvelle Union européenne fédéralisée. Mise en place d'une dette commune, c'est-à-dire la fin de toute souveraineté financière. Alors, on nous a pris beaucoup en matière de souveraineté financière, mais il reste encore un petit peu, par exemple, la faculté d'emprunter. La France, les différents pays peuvent encore emprunter selon les formes qui leur conviennent et selon les montants qui leur conviennent. Eh bien, ce sera terminé, puisque la dette sera centralisée. L'OTAN aura le droit de faire circuler ses troupes partout dans les pays européens, sans autorisation des États, pour attaquer d'autres pays voisins. On pense à la Russie, à la Serbie, et puis également des pays membres de l'Union européenne dans lesquels les citoyens se révolteraient, protesteraient, un peu comme la révolte des Gilets jaunes, face à ce genre de politique. Alors, on peut terminer sur l'armée, puisque c'était l'élément dont je parlais.
l'arme nucléaire. La France est, avec la Grande-Bretagne, le seul, mais la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, est le seul pays détenteur de l'arme nucléaire. S'il y a une armée européenne, comme c'est prévu, eh bien, l'arme nucléaire française passera sous le contrôle de cette armée européenne, qui elle-même sera sous le contrôle de l'OTAN, né à des antipodes de la politique gaulliste de la dissuasion nucléaire. Je ne comprends pas comment les gaullistes qui restent arrivent à accepter et ne pas protester contre cette évolution néfaste. D'ailleurs, ce qui est en cours, regardez l'histoire du porte-avions Charles de Gaulle. Eh bien, il vient de passer, alors c'est pour une mission ponctuelle, certes, mais c'est la première fois qu'il est placé sous le commandement de l'OTAN. La pièce maîtresse de l'armée française est désormais là, sous le commandement de l'OTAN. Alors, on voit toutes ces évolutions qui sont en cours. Les différentes forces politiques ne sont pas claires sur le sujet, soit elles ont voté au Parlement européen cette résolution, soit elles l'ont votée à l'Assemblée nationale. Eh bien, la meilleure réponse à donner à cette évolution funeste, c'est de s'attaquer au système lui-même. On ne peut pas le changer de l'intérieur. Il est totalement pourri. Il faut donc boycotter cette élection européenne. Il faut s'abstenir, ça veut dire s'abstenir, et boycotter, ça veut dire militer pour l'abstention, agir pour l'abstention. L'abstention, c'est pas aller à la pêche le jour du vote, le 9 juin. C'est militer et nous invitons les citoyens à s'organiser dans leur localité pour mener cette campagne active, militante, citoyenne de boycott de cette fausse élection pour un faux Parlement européen. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que le Parlement européen, entre guillemets, a voté fin 2023 une résolution appelant à un saut fédéral européen et que l'Assemblée nationale française, dans la foulée, l'a validée? Cette résolution est une forfaiture à l'égard de notre pays car elle donne son accord à un principe, son accord de principe, à une délégation de compétences stratégiques, militaires et d'ordre public. C'est ainsi que la répression sociale des organes supranationaux sera ouverte. Ainsi donc, notre souveraineté nationale et populaire, nos pouvoirs régaliens d'État, seraient confiés à des autorités étrangères non élues, la Commission européenne notamment. Comme en 2008, nous nous en souvenons tous, le pouvoir de l'époque, qui avait naturellement foulé aux pieds le référendum de 2005, eh bien le pouvoir actuel s'apprête à liquider ce qui fait la spécificité de la France, c'est-à-dire son indépendance stratégique, militaire et d'ordre public. Il est vrai que Sarkozy à l'époque avait décidé seul, le 7 novembre 2007, on s'en souviendra, dans un discours, excusez du peu, devant le Congrès nord-américain, et sans consulter naturellement le peuple français, eh bien, il avait décidé de replacer le pays sous le commandement intégré de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais la résolution du Parlement européen va encore plus loin. Et elle a été confirmée, très récemment d'ailleurs, par Macron à Stockholm, dans un discours du 30 janvier 2024, dans la plus grande discrétion naturellement. Après la création de l'initiative européenne d'intervention, le 26 juin 2018 par 9 États de l'Union européenne, ceci pour coordonner la stratégie militaire de leurs armées, c'est un fonds européen de défense créé en 2021 et un programme d'action de Versailles créé en 2022 qui vont préparer et financer la guerre en Ukraine. Et d'autres probablement ensuite, et faire face à une prétendue menace russe. Et voilà que maintenant, avec cette fédéralisation de l'Union européenne, une armée européenne inféodée à l'OTAN
serait mise sur pied, une sorte, en quelque sorte, de Schengen militaire, sujette à laquelle aurait la possibilité de se déplacer partout à l'intérieur, naturellement, des frontières de l'Union européenne, sous la haute autorité, bien sûr, de l'état-major de l'OTAN. Comme hier pour le Kosovo, peut-être demain en Ukraine, comme le veut Macron, et après-demain, Dieu sait dans quel pays. Car voilà que Macron veut jouer les va-t-en-guerre en envoyant des gars à Odessa, comme il dit, avec le plus grand respect pour nos soldats, démontrant ainsi sa totale incompétence en stratégie militaire, oubliant que la Russie dispose de plus de 5900 missiles à tête nucléaire, dont certains hypersoniques tout à fait inarrêtables. Et cela contre 290 missiles pour la France, qui, eux, sont interceptables. Même les États-Unis et l'OTAN l'ont remis à sa place à M. Macron. Cela n'empêche pas le même personnage de prôner et commencer de mettre en place une économie de guerre, comme il dit, alors que notre industrie a été détruite par l'Union européenne et l'euro. Deux chiffres très significatifs, 23% du PIB en 2002 pour notre industrie, contre 9% seulement aujourd'hui, après 22 ans d'euro. Et voilà que le même Macron met la France en alerte attentat maximum pour créer un climat de peur, bien entendu, sous prétexte des imminents Jeux olympiques, si décriés, et de l'attentat de Moscou, lui, bien réel. Ainsi, cette armée européenne, par-dessus la tête des peuples, aurait la possibilité d'intervenir partout dans l'Union européenne, non pas du tout pour assurer la sécurité des peuples, mais pour protéger les intérêts des multinationales et des classes dirigeantes. Cette armée n'aurait qu'une vocation de répression des mouvements sociaux, s'en serait donc terminé de notre armée nationale. Mais ça n'est pas terminé. Pour finir de compléter son arsenal de domination, l'oligarchie européenne pourrait, avec la même résolution dont je vous parlais au début, mettre en place une sorte de gendarmerie européenne qui, en plus de l'armée qu'on vient de voir, pourrait aussi se déplacer partout dans les frontières de l'Union européenne pour réprimer tout mouvement social, briser toute grève, bref, intervenir à tout moment contre les travailleurs et les peuples. Cette gendarmerie nationale, européenne, assurerait manu militari la protection des élites de l'Union européenne, non élues, et les seuls intérêts de classe de l'oligarchie néolibérale, et réprimer encore plus brutalement que lors du mouvement des Gilets jaunes, avec ces centaines d'éborgnés, d'amputés, de tabassés et d'embastillés. Tout cela, vous ne l'entendrez naturellement d'aucune liste se présentant aux élections européennes, car elles sont toutes parties prenantes de cette Union européenne du capital et de ses oligarchies dirigeantes. Vous ne l'entendrez donc dans d'aucun candidat, d'aucune liste. Alors, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'urgente nécessité de délégitimer cet instrument d'assujettissement des peuples qu'est l'Union européenne. Il convient de boycotter cette mascarade du 9 juin 2024. Il est urgent de revenir à une France indépendante et souveraine dans un monde qui, désormais, lui, est multipolaire et désoccidentalisé. Il est urgent de s'opposer à un Parlement, entre guillemets, croupion, sans pouvoir législatif d'ailleurs, comme cela a déjà été expliqué, et de revenir à des organes qui ne soient pas des organes autoritaires, non élus et dictant leurs droits au peuple, c'est-à-dire à des organes de souveraineté nationale, c'est-à-dire à l'État national. La France doit sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et retrouver son rôle dans la société internationale des temps modernes, qui est une société d'États souverains, indépendants, coopérants, et avec le seul droit international comme critère, et non comme autorité supranationale, quelle qu'elle soit. Alors, le 9 juin prochain, boycottons ces élections bidons. S'il y a plus de 60% d'abstention, de boycott, de bulletins blancs ou nuls, ce sera une victoire pour le peuple français, comme en 2005.
et une perspective politique nouvelle pour notre pays. C'est ce à quoi vous convie le Pardin. Allons droit au but. Deux dangers menacent la France et les Français. L'aspiration, la dilution ou la disparition de la France dans un espace plus vaste, la Fédération européenne. Deuxième danger, la guerre de haute intensité, pour laquelle les États membres ont commencé à s'organiser et pour laquelle une fédération, qui parlerait d'une seule voix, d'un seul commandement, serait d'une plus grande efficacité pour les va-t-en-guerre européens et surtout pour son commandement outre-Atlantique, les États-Unis. Seulement, la France s'est constituée sur un modèle centralisé, avec un Parlement composé de 2 chambres et d'une organisation administrative centralisée qui garantit les droits et les libertés sur tout son territoire. En 1789, l'Assemblée constituante crée 44 000 communes et 83 départements. Ces textes fondamentaux consacrent un principe de traitement égalitaire pour chaque citoyen sur tout le territoire. Et ce principe fondamental d'égalité devant la loi est défini par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est l'histoire de la France moderne, issue du siècle des Lumières et de ses luttes sociales. C'est son ADN. Et c'est cela qui est menacé de disparaître par le sceau fédéral. Difficile pour la France, en effet, d'intégrer dans un monde fédéral sans lourde perte pour ses institutions, pour l'économie, pour les libertés, pour la démocratie. Ce projet fédéral n'est pas nouveau. Les USA, véritables initiateurs de l'Union européenne, en rêvent depuis un siècle, car la France gêne le monde néolibéral et se heurte à bien des principes contenus dans le traité européen. C'est la raison pour laquelle les gouvernements successifs tentent depuis 40 ans d'en finir avec l'organisation administrative, territoriale et sociale issue du programme du Conseil national de la résistance. Depuis les lois de fer de 1983 jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements se sont attaqués aux communes en les rendant inopérantes par l'arrivée des communautés de communes qui éloignaient les citoyens des lieux de décision, faisant ainsi reculer la démocratie. Les gouvernements se sont attaqués aux départements par l'arrivée des régions qui, ici ou là, ont fait sauter les frontières. C'est le cas de l'Alsace, ou accorder une autonomie, comme la Corse et bientôt la Bretagne. Quid de la République une et indivisible? La loi 3DS permet d'échapper au principe d'égalité sur le territoire, rompant avec le principe fondamental de la République. Quid du Parlement français, qui déléguera ses compétences au Parlement européen? C'est la même technique, on éloigne les citoyens des lieux de décision et l'on continue à faire reculer la démocratie. Ainsi, peu à peu, la décentralisation et la déconcentration permettent l'État de se désengager. Le département subit une dégradation financière importante, alors que ses compétences dans les domaines de la solidarité, de l'éducation, exigent de plus en plus d'aide, compte tenu de la paupérisation, du vieillissement de la population, du chômage des jeunes. Les communes sont logées à la même enseigne, ce qui favorise le passage des services publics au privé, par exemple les crèches. Pour résumer, qu'ont fait les gouvernements depuis 40 ans? Démanteler l'organisation territoriale et administrative, démanteler les réseaux nationaux, télécom, SNCF, énergie, route, déconstruire le système de protection sociale et de l'hôpital, ubériser la société, brader les fleurons industriels, dégrader l'agriculture conformément au traité de l'UE et aux recommandations de Bruxelles. C'est qu'il fallait harmoniser. Comme l'a dit Fabius, tout dépend si l'on harmonise vers le haut ou vers le bas. Aujourd'hui, on mesure dans quelle direction le mauvais vent européen a soufflé. Il fallait araser la France qui gênait le système néolibéral avec un État centralisé trop fort et qui constituait un mauvais exemple pour le capitalisme. Macron a chargé récemment Éric Woerth d'une mission, celle d'approfondir la décentralisation, dans le but d'une prochaine entrée en fédération, par simplification de l'organisation territoriale où les préfets disposeront d'un pouvoir étendu. En réalité,
c'est un désengagement de l'État pour favoriser les régions qui seront la prochaine entité fédérale. Mais on voit que les régions ont bien du mal à gérer et à mener à bien leurs projets. La question des finances est un problème qui touche tous les niveaux. Avec la fédération, on commence à parler d'un impôt européen. Le passage à l'échelle fédérale européenne ne peut se faire qu'au détriment des principes de la République et des conquis sociaux, c'est-à-dire au détriment de la souveraineté nationale et populaire qui disparaît. Sur le plan international, la France n'a plus de voix, et c'est sans doute à cette fin que le corps diplomatique a été dissous par Macron entre les deux tours en 2022. Elle perd aussi son siège permanent au Conseil de sécurité à l'ONU. Elle perd la maîtrise de sa défense, elle perd la maîtrise de sa dissuasion nucléaire, qui s'était déjà actée dans le traité d'Aix-la-Chapelle signé en 2019. Envoyons un message clair, par un refus massif de vote à cette mascarade électorale. Nous devons affirmer, par ce boycott, que les Français n'accepteront pas cette Europe fédérale, qui les prive de leur souveraineté, de leur liberté fondamentale républicaine, et qui réduisent la démocratie. De plus, ils l'engagent dans une guerre qui n'est pas la leur. Mes chers amis, mes chers camarades, à vous aussi, la jeunesse de France, à l'occasion donc de cette table ronde virtuelle au sujet du sceau fédéral européen, ou dirons-nous d'ailleurs à la fin sceau impérial européen, tant sa logique que nous allons voir écrase les peuples. Eh bien, à cette occasion, je souhaitais revenir sur quelques-unes des idées reçues que construit le discours européiste et qui pourraient polluer les esprits d'une partie de la jeunesse à l'occasion notamment de la campagne pour les élections européennes qui a déjà débuté. Alors que les crises nationales et démocratiques s'accentuent, que le Macronat multiplie les recours au 49.3 pour passer en force ses lois les plus impopulaires, il serait évidemment tentant de croire que plus d'Union européenne signifierait plus de démocratie face à un modèle national à bout de souffle et de plus en plus autoritaire. Ce serait vite oublier que la plupart des lois françaises, désormais, y compris et surtout sans surprise les plus impopulaires, sont soit imposées par l'insidie droit supranational européen, soit par des directives répétées de la Commission européenne. Aussi, plus l'Union européenne impose sa loi, plus la démocratie en France recule. Et pour cause, le principe de toute souveraineté en France, c'est-à-dire le pouvoir de décider démocratiquement et en toute indépendance, réside essentiellement dans la nation, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est également de bon ton de défendre l'Union européenne comme, là aussi, l'ainsi dite échelle idéale pour des politiques écologiques. Il est peu dire que le changement climatique impactera l'ensemble de l'humanité, quand il ne l'impacte pas déjà, et qu'il est plus que nécessaire d'agir donc mondialement pour préserver notre environnement. Cela implique donc de coopérer internationalement. Mais pour ce faire, et dans le sens de la préservation de notre environnement, il importe de préserver l'environnement démocratique, permettant de prendre les bonnes décisions. Je l'ai rappelé il y a un instant, plus d'Union européenne, c'est moins de démocratie et de pouvoir d'action démocratique. L'Union européenne n'est donc pas le cadre propice à la prise de décision pour sauver notre environnement, d'autant plus qu'elle est intrinsèquement conçue comme un marché unique capitaliste, cette logique économique aujourd'hui en totale roue libre, dont la mondialisation est la cause même de l'exploitation infinie, si seulement c'était possible, de la terre et des hommes. Par ailleurs, à l'heure où l'impérialisme euro-atlantique menace d'embarquer le monde dans un nouveau conflit mondial potentiellement nucléaire et exterministe, la préservation de l'environnement est aujourd'hui intrinsèquement liée à la préservation de la paix mondiale. Or, l'Union européenne, arrimée à l'OTAN, ne cesse de marcher vers le réarmement général de l'Allemagne capitaliste, largement dominante au sein de l'Union européenne, celle de l'eurosocial-démocrate Scholz,
où réémergent d'ailleurs les factions fascistes qui déjà paradent au Bundestag, à la proposition de livrer la défense nationale et notre dissuasion nucléaire à l'Union européenne, donc à l'Allemagne précédemment citée, en passant par les coups de boutoir belliqueux et russophobes des pays baltes et de la Pologne, qui ne rêvent que de partir en croisade une bonne fois pour toutes contre Moscou, aux côtés du régime corrompu et fascisant de Kiev, et de ces milices néo-nazis qui martyrisent d'ailleurs le Donbass depuis 2014. Eh bien, tout est mis en place par l'Union européenne pour une confrontation de plus en plus directe de son bras armé, l'OTAN, paradant librement sur tout le sous-continent européen, donc pour une confrontation de plus en plus directe de l'OTAN avec la Fédération de Russie et en arrière-fond avec la Chine populaire. Bref, l'Union européenne, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Dans ces conditions de marche à la guerre, d'exploitation de la terre et de recul démocratique, comment l'Union européenne et ses instances pourraient-elles être garantes de progrès sociaux pour les peuples, pour les jeunes et pour les travailleurs des nations qui y sont asservies? L'ouverture à la concurrence et au privé, des nationalisations démocratiques issues du programme du Conseil national de la résistance, la désindustrialisation du pays, la destruction du produire en France, plus que jamais d'ailleurs ce dernier nécessaire pour une politique cohérente de défense de l'environnement, le recul perpétuel de l'âge de départ à la retraite pour mettre le curseur sur la moyenne européenne de 67 ans, le gel des salaires dans le privé et dans le public, la remise en cause des conventions collectives et, tout simplement, la précarisation de plus en plus accrue du travail et des travailleurs comme un retour au XIXe siècle. Tout cela est totalement encadré par les traités qui constituent l'Union européenne, gravés dans le marbre en 2007 par le traité de Lisbonne et dont l'esprit, les termes et la politique avaient été rejetés par les Français en 2005 quand il était présenté sous la forme d'un traité de constitution pour l'Union européenne. Plus d'Union européenne, c'est donc plus de destruction sociale, moins de services publics, plus de concurrence, moins de salaires. Enfin, que pourrait-il en être de notre capacité à défendre une véritable politique internationaliste de coopération fraternelle avec les nations du monde pour la défense de la paix, de l'environnement, du progrès et de la démocratie, en continuant de nous laisser asservir par ce nouvel empire supranational, antidémocratique, anti-écologique et belliqueux? Poser la question, c'est y répondre une bonne fois pour toutes. Alors oui, la jeunesse a raison d'espérer pour demain un monde plus juste, coopérant pour résoudre de manière pacifique les problématiques et les obstacles auxquels l'ensemble de l'humanité doit faire face collectivement. De même qu'elle a raison, au fond, de suggérer des coopérations de ce type à l'échelle continentale, plus réduite dirons, mais continentale, comme cela est le cas, entre autres exemples, en Amérique latine ou encore en Asie. Mais croire que l'Union européenne est un de ces modèles de coopération, alors qu'il est un modèle d'asservissement, c'est donc faire une grave erreur d'analyse. Plus d'Union européenne, plus de sceau fédéral européen, plus d'empire européen constitue l'exact inverse de ce que peuvent légitimement espérer nombre de jeunes Français pour leur avenir, pour l'avenir de leur pays et pour l'avenir du monde. C'est pour toutes ces raisons que la JRCF participe à cet effort commun pour porter la voix du boycott des élections européistes du 9 juin. Il n'y a pas lieu pour la jeunesse, ni a fortiori les jeunes travailleurs et ouvriers, pas plus d'ailleurs que pour leurs aînés, d'aller voter aux incidites élections européennes et donc de légitimer cette Union européenne totalement verrouillée et acquise aux intérêts des classes dominantes et de leur politique antinationale. Le journal L'Humanité, tout récemment, et tout en le regrettant par ailleurs, notifiait que les jeunes Français sont déjà plus de 70% à s'exprimer pour une probable abstention le 9 juin. C'est dire le réflexe légitime qu'inspire déjà, pour toutes ces raisons, l'Union européenne et l'OTAN. Alors, continuons notre combat légitime pour le boycott du scrutin européiste du 9 juin, pour délégitimer l'Union européenne, pour stopper
une bonne fois pour toutes le saut fédéral et impérial européen. Je vous remercie.